Bonjour David et Tutino, bienvenue sur Tribune Libre. Je suis ravie de vous accueillir. Vous êtes professeur d'histoire et de philosophie, je crois. Ouais, C'est bien ça? Vraiment, dans ce que je sens, je suis avant un étudiant et je continue à être un étudiant. Un éternel étudiant. Oh, et je dis professeur étudiant parce que on peut pas nier le rôle qu'on a dans la société, on peut pas le nier, mais profondément, qu'est-ce que nous sommes? Et alors, l'étude, c'est la forme de la vie qui est confiée à l'homme dans cette existence. Parce que étudier, ça signifie se dédier avec amour à quelque chose tous les jours. Ça, c'est étudier dans le sens étymologique. Et alors, j'aime me rappeler que oui, je suis professeur, je suis important, je suis ça, j'ai des élèves, oui, mais ça, c'est seulement l'habit. Le corps nu, c'est le corps d'un étudiant. Et qui êtes-vous? Ah, c'est la question. Ça, c'est la question. Parce que on a appris à se penser comme celui qui est vu, qui est perçu par le reste de la famille, de la société, du monde. Et c'est une petite partie de nous. Qui suis-je? C'est la question de la vie. Et c'est pas moi qui demande, c'est pas moi qui la demande. Celui-là qui demande, qui suis-je, est celui-là qui est derrière toutes les questions, toutes les réponses. Vous êtes une figure italienne de la résistance et vous avez fait une grève de la faim. Pour quelle raison? C'est pas moi qui a fait ça. Moi, j'ai simplement mis à disposition le corps qu'on m'a confié parce que il fallait signifier notre femme de vérité, notre femme de justice, notre femme de vérité et montrer aux ennemis, je dis ennemi, qui est l'ennemi? L'ennemi, c'est cette partie de moi que je ne suis pas encore réussi à réunir à moi. Alors, montrer à cet ennemi qui suis-je, mais pas comme une affirmation, mais comme une demande. Parce que cette demande avec laquelle on a commencé, c'est la question qui arrête tout, arrête la violence. Parce que quand un homme va voir dans les yeux, dans l'âme, un autre homme, et cette question va naître dedans lui, parce que il voit la violence qu'il est en train de faire. On a voulu montrer qu'est-ce que c'est que un homme quand il est forcé à renoncer à tout. Et sur cette guerre-là qu'on a commencé, parce qu'on a fait le grève de la faim sur l'obligation pharmacologique, aussi pour montrer que cette obligation pharmacologique, c'est une obligation pharmacologique, c'est un baptême
religieux qui avait comme but de renouveler la société du point de vue spirituel, du point de vue juridique, du point de vue physique. Mais ce n'est pas ça l'homme nouveau dont nous avons besoin. Ce n'est pas ça. C'est l'homme ancien. C'est celui qui a demandé de l'origine des temps. Il a demandé, il continue à demander à partir de la fin des temps. Il continue à demander qui suis-je. Et alors, j'ai mis à disposition mon corps, mais je l'ai mis à disposition aussi pour le moment très difficile de la guerre qui est en cours. Et cette guerre en Ukraine, dans Israël et Palestine, dans tous les lieux où notre société va brûler le droit, va brûler la justice. Et j'ai fait ça parce que on avait peu de temps. Et je voulais montrer combien le temps il allait se passer et nous ne vivons pas l'urgence de intervenir, de sentir la douleur du planète, la douleur du frère, la douleur de Dieu, la douleur de la vie. Cette grève a touché des personnes, je crois, les forces de l'ordre. Vous avez communié avec elles, il me semble. Oui, ça a touché beaucoup de personnes dans divers sens. Par exemple, beaucoup d'amis, ils ont refusé ça parce que ils ont dit c'est impossible de vaincre, c'est impossible d'obtenir quelque chose. Et on a fait ça pour 38 jours. Et dans ces jours-là, on récoltait des signatures sur un référendum pour la paix. En Italie. Ah oui, en Italie. Mm-hmm. Et dans cette période-là, cet ami que dans le premier moment, par exemple, m'avait dit non, pas cette choix, parce que c'est impossible d'arriver à la fin de cette période. Mais ils ont vécu dans leur vie ce que je vivais dans mon corps. C'est-à-dire qu'ils ont été pressés à communiquer la situation qu'on vivait, l'urgence de collecter les signes, l'urgence de s'activer, l'urgence de communiquer. On a vécu ensemble l'espérance, la lutte qui a pris corps dans beaucoup de personnes, qui a pris vraiment notre énergie et qui a restitué les énergies à beaucoup de personnes. On a constitué un groupe autour de ça, très lié, très solidaire. Et alors, je crois que vous en avez récolté quand même 360 000. Plus ou moins 300 000, bien. Mais toute seule. Ah oui. Dans sans le les silence. Médias. Sans les médias officiels italiens. Totalement sans les médias et contre les choix contraires des institutions, des mairies, de tous ceux qui avaient le devoir d'aider ça. D'accord. Et il me semble qu'en Italie, contrairement à ce qui s'est passé en France, les professeurs, les enseignants avaient subi une obligation vaccinale.
Ah oui, c'est ça. Mais moi, je dis, cette obligation, ça va être un grand problème, pas comme problème sanitaire, mais comme problème juridique. Parce que il faut changer la tradition juridique sur laquelle euh, tout l'Occident a édifié les droits. Les droits qui vont arriver aux constitutions. Et vous, en France, vous connaissez bien ça parce que la Révolution française a fixé ce droit. Par exemple, le droit de penser, le droit de s'associer, le droit d'écrire, comme ça, ils sont tous fondés sur le droit à sauvegarder le corps. Et ce droit, il a été fixé à partir de la Magna Carta Libertatum 1215 dans l'Angleterre. Le roi Jean son terre, il a dû signer ça, il a dû dire moi je toucherai pas vos corps. Ça signifie que la limite du pouvoir du souverain est le corps. Ici, on ne peut pas passer. Alors, tu peux faire tout. Tu es le roi, tu es le souverain, tu es le président, tu es la bête, tu es Macron, mais tu ne peux pas entrer ici. Et ça, c'est la limite du pouvoir du souverain sur lequel a été édifié le bâtiment du droit, le bâtiment judiciaire qu'on a trouvé dans les constitutions, sa forme plus moderne, plus voisine à nous. Et alors, j'ai montré à tous, c'est pas le problème de mon corps et d'avoir un vaccin. Ça peut être aussi de l'eau. De l'eau, c'est la même chose. Ici, on ne peut pas passer. Vous êtes souverain. Ah oui, oui. Parce que si on va passer le corps, ça signifie que dans les moments d'urgence, le corps n'est pas à toi, le corps c'est au roi. Et alors, Louis XIV, il peut toujours dire, il y a une urgence, donne-moi ton corps. Et quand il y a l'urgence, quand je le dis, c'est simple, il y a l'urgence quand je le dis, et quand je le dis, tu me donnes ton corps. Mais ça, c'est la fin de la tradition juridique occidentale et aussi du bien-être. Et on disait que, moi je pense aussi que ce choix pharmacologique, c'est pas bien, mais c'est pas le choix pharmacologique. C'est tout ce que va conséquer à ça, parce que on disait, et nous disions, nous avons dit que ce choix-là nous a porté à la guerre. On le disait, c'est la militarisation du droit, et après la militarisation de la société, et après la guerre, et après, c'est fini. C'est-à-dire que quand le roi possède les corps, il peut les envoyer selon son bon vouloir à la guerre. Ah oui, on le voit désormais dans toute l'Europe, les militaires qui devraient être au service du citoyen, ils vont pour les roues comme les patrons. Je suis pas contre les militaires, mais la force, les militaires sont la force. La force doit être au service de la conscience, pas la conscience au service de la force. Et maintenant, quand la force est prépondérante, et alors la conscience ne peut pas s'en servir. Et lorsque le roi a pris les corps, il peut ensuite prendre les âmes. Ah oui, parce que le corps, c'est seulement la porte. Et quand le voleur,
il entre le bâtiment, dans la maison, il va pas seulement se prendre un café. Non, probablement il va s'asseoir, il va prendre tout. Ou on peut dire aussi quand le chien il a pris l'eau, il va pas le laisser, mais c'est normal. Parce que on a appris dans toute notre histoire, on a appris dans notre tradition et on a appris dans la politologie que il faut traiter le pouvoir comme un chien. Avec respect, oui, parce que le pouvoir c'est un pouvoir, c'est une force. Et alors, il faut le respecter, mais il faut le mettre en face à notre pouvoir qui est le pouvoir du citoyen, le pouvoir du non, le pouvoir de dire non. Qu'est-ce que c'est qu'on nous a volé le droit de dire non? Alors quand le voleur entre dans la maison, il prend son café, mais surtout, il va chercher le grand trésor. Le grand trésor. Le grand trésor, c'est pas l'argent. Le grand trésor, c'est le droit de dire non. Vous prenez la non-violence. Qu'est-ce que c'est et quelle peut être son efficacité face à un régime violent? Ce régime violent a le monopole de la force et de la violence parce que nous n'avons pas les armes. Et on a parlé avec des amis français, on n'a pas les armes, on a seulement les larmes, parce que on a beaucoup pleuré et on va beaucoup pleurer encore pour ce que cet régime contre le droit, contre la vérité, contre la justice et contre la vie a fait et va faire. Ça a été et sera terrible. Alors, la réponse violente, ça vient instinctif, mais il faut voir très bien que la réponse violente, c'est ce qu'ils cherchent. Ils cherchent ça parce que ils ont les armes, ils ont la force, ils ont les dents. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons la... Non, c'est pas juste de dire nous avons. Nous sommes dans et avec le droit, la justice et la vérité. Et on ne peut pas frapper avec cette arme-là. Ce sont des armes qu'on ne peut pas utiliser pour faire du dommage à la tête de Louis XIV. On ne peut pas la couper. Mais on peut dire non, on peut désobéir beaucoup de personnes et pas désobéir sur une seule chose, surtout. Alors, par exemple, sur l'obligation pharmacologique, par exemple sur le confinement. Oui, vous avez écrit des chansons très, très touchantes sur ça. Par exemple, j'aime bien la chanson On veut danser encore. Oui, alors c'est très touchant. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie je affirme le droit de dire oui et de dire non avec mon corps, et la non-violence, c'est une partie notre fin, notre but. Mais il faut aussi comprendre que c'est le seul moyen maintenant d'obtenir la vérité, parce que la non-violence, cette forme de affirmation de la vérité, parce que le mot satyagraha
de Gandhi, ça signifie la force de la vérité. Ça signifie pas la négation de la violence, mais l'affirmation de la force de la vérité. Et c'est la seule chose qui nous reste pour donner un corps à la résistance. Parce que si nous répondons avec la violence, nous allons donner au pouvoir la possibilité très simple de construire ce qu'il veut, la répression. Et on le voit bien parce que ce pouvoir-là, ce régime, il va toujours provoquer. Il va toujours chercher la violence dans la réponse du peuple. Mais le peuple, s'il va revenir à sa conscience, il n'a pas besoin de ça. Ça suffit de dire non. Dire non avec beaucoup de gens. Et ça va être la vraie révolution. On l'a déjà fait dans l'histoire. Alors, c'est probable, non, je dis c'est sûr que si on répond avec la non-violence, avec le satyagraha, avec l'affirmation de la vérité, alors cet régime-là, il va utiliser la violence. Oui, c'est ça. Parce que il ne veut pas mourir. Parce que c'est un régime diabolique. Ça signifie le diable. Qui est le diable? Dans la tradition spirituelle, le diable, c'est celui qui partage, celui qui coupe l'unité. Divise. Oui, celui qui divise. Alors, le diviseur, il veut pas qu'on est unis. Il veut pas que on est unis dans soi-même et dans la société et dans l'univers. Mais je crois que beaucoup de gens dans l'humanité commencent à comprendre qu'on est unis. Pas seulement unis, moi et toi, mais on est unis aussi, et c'est la chose la plus importante, on est unis à notre ennemi. On est unis. Notre persécuteur, c'est comme quelque chose qui naît d'un rêve, le mauvais rêve. Je ne sais pas comment on dit le mauvais rêve. Le cauchemar. Le cauchemar, oui. Notre persécuteur, qu'est-ce qu'il est? C'est un cauchemar de la conscience. Et il faut le reporter dedans, le réintégrer dans la conscience. Alors, on est déjà unis, mais on l'a oublié. Qui peut se rappeler de soi? Qui peut se rappeler de cette situation de unité? On a commencé en disant « Qui suis-je » Alors, je ne suis pas partagé dedans moi, mais ce que c'est important, je suis partagé de mon ennemi. Est-ce un mal nécessaire? Ce qu'on appelle un mal nécessaire. C'est nécessaire, c'est difficile à dire parce pour que l'éveil, pour se révéler à nous-mêmes, pour passer à une autre étape. On peut dire que oui, on peut dire que non, parce que si on va dire que le mal c'est nécessaire, on va affirmer que c'est un mal
Et l'ombre, on ne peut pas dire avec certitude que c'est du mal, mais et la nécessité aussi, il va justifier trop ce qui se passe. Il faut regarder le ainsi dit mal comme quelque chose de naturel, qu'il faut reporter à l'ordre, à la conscience. Quand on revient à la maison et il faut nettoyer, il faut tout ranger, alors il faut nous demander combien de temps on a été loin de notre maison, de chez nous. Combien de temps on a été loin de chez nous. Si normalement je vis pas chez moi, et c'est moi, c'est lui. C'est moi, c'est quelque chose que je connais pas, mais que j'ai le devoir d'habiter, le devoir de sentir, le devoir d'être en contact avec. Si je habite pas ma maison, c'est normal de y trouver les araignées, Les araignées. les araignées, Les étoiles. oui, Les étoiles d'araignée. c'est normal de trouver nécessaire à tout ranger, à tout nettoyer. Alors, il faut nous habiter. Il faut habiter la nous habitions conscience. notre conscience Ouais. mieux que nous ne l'avons fait dans le passé. Ouais. Et Est-ce que vous sentez cette prise de à propos conscience Allez-y. à propos du passé, on peut dire dans le passé qu'est-ce que je fais pour m'habiter, mais aussi le mot passé, c'est quelque chose à bien comprendre parce que quand je m'habite, si on peut dire avec prudence, lui m'habite ou elle m'habite, si quelque chose, si la vie m'habite, si la conscience m'habite, le passé n'est pas passé. Le futur n'est pas quelque chose qui doit encore être. Il est là. Et il agit pour moi. Et penser et sentir et vivre le fait que le ainsi dit futur est en train de travailler pour mon présent et pour nettoyer mon passé. Ça peut mieux expliquer les grandes possibilités qu'on a de se confronter avec une situation que c'est tout à fait extérieure. L'ennemi, la bête, Macron, tous ces puissants poubelleries, ils sont de l'extériorité qui c'est seulement une ombre. Il faut revenir à soi, à soi-même. Est-ce que vous ressentez une prise de conscience en Italie? Si et non, il y a une conscience que extérieurement tout est en crise. Il y a la croissance d'une conscience qu'il faut se relier dans une nouvelle manière. Mais il n'y a pas encore, pas seulement en Italie, je pense, mais aussi en moi, il n'y a pas encore la conscience qu'il faut donner tout à ça. Tout. On ne peut pas laisser quelques monnaies dans la poche.
C'est-à-dire, que on croit que je fais ma partie parce que j'ai donné mon opposition, j'ai fait ma manif, maintenant j'ai terminé. Ça va terminer pas. Ça va être toute la vie. Et c'est pas une galère. C'est la forme de la liberté. Parce que l'homme est comme un oiseau qui ne peut pas s'arrêter de bouger les ailes. Alors l'oiseau peut dire mais pourquoi je ne peux pas me poser? Cette question est posée aussi dans les Écritures quand on dit que le Fils de l'homme n'a pas où poser sa tête. Et il y a aussi dans la comédie de Dante quand il dit moi tous les animaux ils allaient à dormir, à se coucher, et moi je ne pouvais pas. Parce que moi j'avais ma guerre, c'est une guerre intérieure, bien sûr, à combattre. donc la liberté, c'est un combat de tous les instants. Ah oui. Quand j'étais ton enfant, je me rappelle, je me suis... j'ai été frappé une fois du fait qu'on ne s'arrête jamais de respirer. Ça m'a donné de l'angoisse très forte parce que je dis, mais c'est quelquefois, je ne veux pas parce que je suis fatigué, je dois faire ce travail toute la vie. Mais j'étais un enfant, alors ça s'est passé mais ça m'a renseigné que si on regarde ce qu'est notre nature avec la pensée, je pense que je dois respirer. Alors, il va naître l'angoisse. Mais si je comprends que la nature de l'homme, c'est de porter sur soi-même, de porter un poids. Et c'est le poids de la conscience. Et il faut qu'il offre son corps à ça, à cette guerre. Et qu'il offre ses émotions, ses sentiments. Et alors, quand je dis, mais moi je veux conserver cette petite monnaie pour demain. Demain, cette petite monnaie, tu trouves qu'il y a le rouge. Je ne sais pas comment on dit. La rouille. La rouille. Oui, ouais. La rouille. Alors, il n'y a pas de demain dans cette guerre. Il est question d'un manifeste. Vous pourriez nous en parler? On a parlé avec des compagnons, des amis, des frères, des sœurs de la résistance, de la nécessité de construire des nouvelles institutions qui ne soient pas les institutions qu'on a reçues par la société, qui sont des institutions de confiance, des institutions de frères et de peuples qui peuvent être, on peut dire, parallèles, mais c'est pas le mot correct, parce que on peut dire comme le sel dans l'eau qui va disparaître, mais qui donne à l'eau la saveur. Alors le sel
qu'on pense de mettre dans l'eau pour donner le savoir à l'eau de la société, c'est on peut dire un manifeste, on peut dire un contrat, on peut dire un traité entre les hommes, entre les peuples, dans laquelle on va reconnaître la nécessité de vivre en conscience, dans la paix, dans la relation, dans le respect et dans le refus de la guerre et la refus de la violence. Il sera européen, ce traité? Ah oui, il faudrait faire ça parce que on va penser à un traité. Parce que toujours, ils sont les gouvernants qui va souscrire, qui va signer les traités. Alors, on va penser à un traité qui est signé par les peuples, par les femmes et les hommes. Et ce peut être diffusé comme un très simple pacte pour avoir en relation réciproque. Et alors, il y a un niveau qui est le niveau des gouverneurs des États. Et cet État a démontré qu'il peut être utile à quelque chose, mais il peut être très dangereux, très violent, très parasiteur de la vie et de la conscience et du droit. Et alors, il faut construire, il faut faire naître un contrepoids dans les, on peut dire citoyens, mais je préfère dire l'humanité. C'est un pacte pour l'humanité. Ouais. Très bien. Eh bien, un grand merci à vous, Davide Tutino. À bientôt. À bientôt, à toujours. À toujours.